Dossier de Soulabra Palab, leur politique. La thématique de ce jour, Cameroun entre répression, tension dans le nord et l'annonce de dialogue. À quoi devions-nous s'attendre? Pour en parler en duplex, Rufa Oumarou, journaliste, Moïse Esso dans nos studios, UPC Manidem, Tapé Groubera du POIB, la plateforme des organisations ivoiriennes de Belgique, excusez, retenu à un autre événement. Jean-Baptiste Aïkoué de Togo en lutte. André Abba, journaliste ici présent dans nos studios. Et Hervé Atemi également en studio avec nous. Ce dossier, Merveille et moi-même, votre serviteur Yves. Merci Yves. Ici est de rappeler que depuis 3 ans, de revendications sociales de populations qui s'estiment lésées par rapport aux 8 autres régions francophones se sont muées en un conflit meurtrier entre deux groupes indépendantistes, je vais y arriver, armés, soi-disant radicalisés, et les forces de sécurité de l'État restaient sourds aux revendications. L'autocrate Paul Biya, acculé par plusieurs crises en interne, a donc convoqué mi-septembre un grand dialogue national à Yaoundé. C'est autour de ce dialogue que nous allons recevoir les différents acteurs politiques de la diaspora pour en parler. Et il est clair que d'entrée de jeu, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour. Bonjour également à Rufaou qui est en duplex, qui nous reçoit en duplex depuis plusieurs kilomètres d'ici. La nécessité de la technologie oblige. Mais pour tous ceux qui sont ici en studio avec nous, nous allons aborder la première question. Peut-on aller au dialogue avec l'autocratie lorsque plusieurs militants croupissent en prison sous la torture, la répression et la barbarie? Moïse. D'abord, je voudrais saluer les auditeurs de Radio Campus et de Soulabra Palab. C'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve ce studio où pendant longtemps j'ai animé, je ne sais pas, une vingtaine d'années. Donc, certains se souviennent sans doute de moi. Mais donc là, aujourd'hui, je suis là comme représentant de l'Union des populations du Cameroun, Manifeste national pour l'instauration de la démocratie, l'UPC Manidem. Et je voudrais juste faire en 10 secondes une information, c'est que l'UPC Manidem est aujourd'hui au Cameroun le seul parti sur plus de 300 légalisés qui n'est toujours pas autorisé à exercer ses activités, alors que depuis le retour du Cameroun au multipartisme, nous avons introduit une demande de légalisation, en tout cas en 1995, et la Cour suprême du Cameroun, l'ancienne siégeant à la place de la Cour constitutionnelle, nous a donné raison 2 fois. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Ante Tchongui, avait dit qu'on va voir qui dirige dans ce pays. Donc l'exécutif a violé le judiciaire. Et par la suite, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, en 2016, a de nouveau donné raison à l'UPC Manidem et même condamné le Cameroun à nous payer des indemnités pour nous avoir empêchés de fonctionner. Et depuis lors, rien. Donc je ferme cette parenthèse juste pour dire que nous, la dictature, nous la vivons au quotidien, parce que nous sommes, et il n'y a aucune raison qu'on nous a donnée pour dire qu'on ne nous légalise pas. Il n'y en a pas. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on a été terroriste, on a posé des actes, machin, rien du tout. Tout simplement parce que nous sommes l'UPC des fidèles qui veut continuer le travail initié contre le régime néocolonial et colonial avant lui par l'Union des populations, par les Oumniobe, les Wandje, les Sunday Afana et les autres. Je ferme cette parenthèse. Alors, peut-on aller au dialogue dans un contexte d'autocratie? Eh bien, je vais d'abord dire que le dialogue national, et je voudrais que les auditeurs sentent bien que ce n'est pas une faute de dire dialogue national, c'est-à-dire ce que nous croyons être un dialogue organisé par Paul Biya, nous l'appelons le bialogue. Donc le dialogue national, comme son nom l'indique, est une rencontre organisée par Paul Biya, non pas pour résoudre la question qui se pose à la question anglophone, à la crise anglophone, mais c'est pour essayer de reprendre la main dans une situation qui lui échappe. Il faut savoir que le régime camerounais a d'abord engagé la résolution de cette crise anglophone par la force. Donc on a arrêté les manifestants pacifistes, notamment les avocats. Donc tous ceux qui voulaient porter la question de manière politique ont tous été mis en prison. Donc on a laissé le terrain à ceux qui ne pouvaient plus parler politique. Forcément, le terrain est passé, la crise a basculé du côté militaire.
le régime a décidé de résoudre aussi ça militairement. Il se trouve que 3 ans plus tard, manifestement, ce n'est pas encore le cas. Et donc aujourd'hui, quand M. Biya propose un dialogue national, l'objectif n'est pas de débattre de la question anglophone, mais de reprendre en main le pouvoir. Et donc, la preuve, c'est quoi? C'est que des personnes sont en prison. Quand il y a des négociations sur une crise, ce sont les principaux acteurs qui s'asseyent face à face. Je veux bien que ce soit le Premier ministre qui dirige, qui soit le représentant du gouvernement camerounais. Il n'y a pas de problème. Mais en face de lui, il y a qui du côté anglophone? Les principaux leaders qui ont, politiquement ou militairement, et qui s'activent dans cette crise, sont en prison ou à l'étranger. En d'autres termes, M. Biya est en train de dialoguer avec personne. Avec lui-même. Avec lui-même. Et donc, on voit... D'où le dialogue. D'où le dialogue. On voit les délégations qui viennent de diaspora, qui sont souvent ici en Belgique, ils sont passés à la télé au Cameroun, ce sont les militants du RDPC local. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont la carte, qui ont compétit pour la présidence de la section RDPC, donc le parti de Biya ici en Belgique. C'est eux qui sont la diaspora qui va discuter avec Biya. Au Cameroun, il y a plusieurs délégations qui vont aller là-bas demain. C'est tous des gens du RDPC, des gouverneurs, des chefs traditionnels qui sont tous des affiliés du RDPC. C'est un congrès du RDPC où on a invité quelques opposants. Et donc, après ça, les principaux interlocuteurs, par exemple l'opposition camerounaise, qui a des choses à proposer sur cette crise anglophone, des gens qui ne sont pas d'accord avec Biya, mais qui ont leur mot à dire, comme Maurice Kamto ou d'autres, sont en prison. Nous, on est carrément interdit de participer à ce genre de choses, on n'est pas légalisé. D'autres personnes ne sont pas invitées, si ce n'est pour faire semblant. Et donc, tant que M. Biya, qui est la source du problème, un problème ne peut pas se résoudre lui-même. C'est d'autres qui peuvent résoudre un problème. On ne peut pas résoudre le problème avec la source du problème. Donc, la première chose à faire, c'est que M. Biya lui-même doit d'abord se mettre au même niveau que les autres, au mieux, au pire, s'écarter. Nous allons donner la parole à Rufau avant de revenir en studio avec les collègues qui sont là. Rufau? Allô? Rufau? Je crois que peut-être on l'a perdu. Si le micro du studio est coupé, est-ce qu'on peut l'avoir? Non, non pas. Donc, on va vers Abba André, confrère, journaliste. Oui, effectivement, moi je veux me présenter sous quelle posture. Je suis un observateur de la société camerounaise. J'ai écumé tous les quartiers et je connais à peu près, et je suis très intégré dans une famille anglophone dans la partie nord-ouest du pays, à Bamenda. Ça me fait de la peine de voir que cet endroit où je me rendais et où des gens étaient des gentlemen, une autre mentalité, une autre manière de faire. Quand j'étais à Bamenda, je me demandais bien si j'étais au Cameroun. Et qu'aujourd'hui, on me dise que ça explose de partout là-bas, ça me fait de la peine. D'ailleurs, je m'inquiète chaque jour pour la famille au sein de laquelle je suis bien intégré et qui est certainement pris entre deux feux. Alors, pour ce qui est du dialogue, il fallait quand même faire quelque chose. Parce que la crise a trop duré, on parle de plus de 2000 morts. Mais moi, les règles sont faussées à partir du moment où la couleur politique prend le dessus. Je crois que là, il n'est plus question de politique. C'est-à-dire, dans cette région du pays, il y a les militants. Le RDPC qui est en partie le parti au pouvoir, le parti de Paul Biya est majoritaire au pays. Il a des militants un peu partout. Donc, parmi les on parle de 2300 morts. Parmi ces 2300, il y a certainement eu des militants du RDPC qui ont perdu la vie, des familles qui sont traumatisées à jamais. Et dans ces cas, je crois qu'il faut vraiment faire appel à autre chose pour un dialogue franc qui conduise progressivement vers une issue, c'est-à-dire la pacification du lieu pour que les Camerounais revivent. Je sais que ce n'est pas difficile, mais si, a priori, dès le départ, on pouvait annuler, écarter totalement les considérations politiques, je crois qu'un dialogue se tiendrait. Maintenant, qui est de tel parti au Cameroun et qui ne l'est pas, c'est difficile à distinguer. Et c'est là où la nécessité de descendre sur le terrain, de voir concrètement ce qui se vit, peut amener
à esquisser des solutions. J'avoue que pour la distance qui me sépare du théâtre des opérations, pour ce que je reçois, dont je me contente avec tout ce que cela comporte maintenant, la manipulation technologique et tout, j'ai de la peine à comprendre effectivement quelles sont les conditions de ce dialogue, sur quelle base ce dialogue, quelle méthodologie, de quoi va-t-on parler, qu'est-ce qu'on en fera. Mais je sais qu'on a ouvert le dialogue à tout le monde. Il y a un site web où on a dit, même vous de la diaspora, vous pouvez faire vos propositions, vous pouvez déposer vos avis. Et je sais que même n'étant pas de la diaspora, moi je suis militant d'une humanité une. Il y a certainement des gens qui ont des attaches avec le Cameroun, qui ont une expertise ou une vision et qui sur ces sites peuvent faire leurs propositions et dire pour sortir de cette crise qui fait tant de morts, je proposerai ceci. Maintenant, ceux qui vont se réunir dès demain pendant 4 jours, je ne peux pas garantir de la fiabilité ni de l'efficacité de cette rencontre, mais bon, on y va, ça vaut quand même la peine. Il faut d'abord essayer par là et puis voilà. Donc, c'est un premier avis. Atebing. Oui, et merci. Je commencerai d'abord par parler des définitions que vous faites du président camerounais. Vous l'appelez autocrate. Moïse l'appelle autocrate. J'estime que ce monsieur a toujours été élu, peut-être mal élu. On a déjà vu des élections ici en Europe ou en Occident où ces personnes ont été mal élues, mais elles ont quand même été élues sans être appelées autocrates. Et ce qui me désole beaucoup dans la diaspora africaine en général, parce que je suis par exemple le mouvement de lutte au Togo, j'ai constaté que nous avons cette manie en diaspora de nous battre d'abord contre nos propres pays. Or, il y a d'autres façons de pouvoir amener des changements chez nous. Ce qui se passe, c'est que nous travaillons avec beaucoup de copisme. Nous copions des façons de lutter, d'ailleurs, que nous croyons que nous pouvons transposer chez nous. Donc, que M. Moïse appelle M. Paul Biya un autocrate, c'est son droit. Mais je ne partage pas déjà cette appellation. Maintenant, pour revenir au dialogue en soi, il a fait une genèse qui l'engage, mais je trouve qu'elle n'est pas tout à fait vraie, dans la mesure où, lorsque ce problème a commencé, le gouvernement a répondu à toutes les demandes des avocats et des enseignants. Et aujourd'hui même, nous sommes dans une phase où le gouvernement est encore en train d'engager des enseignants. Alors que M. Moïse vienne ici dire que le gouvernement n'a jamais répondu aux demandes de départ, ce n'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est que il y a eu une dégénération. Vous n'êtes pas porte-parole du gouvernement. Non, je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Ce que je veux simplement dire. Oui, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, mais je suis un citoyen de la diaspora. Et l'image qu'on garde toujours de la diaspora, c'est la diaspora qui fait beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux, la diaspora qui va marcher à Genève. Alors, non, toute la diaspora ne pense pas de cette façon. Je voudrais donc préciser ceci-là. En ce qui concerne la crise anglophone, les demandes des avocats et des enseignants ont été comblés. Ils ont même reçu plus qu'ils n'avaient demandé. De deux, la dégénérescence de la crise, nous avons aujourd'hui une crise armée parce qu'il y a des bandes armées qui prennent des populations en otage. Que des personnes ne le disent pas dans les réseaux sociaux et dans les médias, ça c'est leur problème. Mais c'est ça la réalité aussi. C'est aussi une forme de réalité. Enfin, en ce qui concerne le dialogue national, si l'on me dit, parce que j'ai très peu suivi la composition des délégations qui y vont, on me dit que beaucoup viennent du RDPC, je ne suis pas d'accord pour cela. Je souhaite que ce dialogue soit justement ouvert à tous, quelle que soit leur sensibilité politique. Voilà. Pour un premier avis, ce sera ce premier avis que je donnerai. Jean-Baptiste Saïkwe, mais on rappelle que l'intervenant de tout à l'heure, Hervé Atebi, n'est pas membre du gouvernement, c'est un membre de la diaspora, mais qui partage à ce qu'il y ait une diaspora plurielle, qui ait des avis pluriels et que les autres membres de la diaspora puissent s'exprimer. Jean-Baptiste Saïkwe. Oui, je voulais revenir tout d'abord sur l'intervention de notre ami. Moi, je pense qu'il voulait nous instaurer dans la diaspora une pensée unique. La pensée unique qu'on a combattue depuis des années en Afrique. Et c'est cette pensée unique qui a amené à la création des partis politiques au début des années 90. Donc nous n'allons plus revenir en arrière. Là-dessus, nous n'allons plus revenir en arrière. Il faut laisser les gens parler dans la diaspora. Les gens doivent prendre position, comme les gouvernements qui sont en place.
Et ces gouvernements sont au service de qui? Merci de ne pas me donner des leçons. Non, ce n'est pas une question de Réagissez, donner des ne me leçons. donnez pas de leçons. Non, C'est non, pas non, une question, attendez, c'est pas nous une on dirige question. le débat. C'est Oui, pas une merci. question. Parce que cette question touche aussi le Togo, la diaspora togolaise, la diaspora ghanéenne, toute la diaspora africaine qui sont ici en Belgique ou en France. Mais revenons à la question du dialogue et la concertation que BIA est en train de lancer. On sait bien qu'en Afrique, pour enterrer un problème, pour enterrer un conflit, on organise un dialogue Ou une commission. ou une commission. Souvent, c'est comme Quand ça. tu bouges, ça ne prend pas. Ah. Souvent, C'est pur, ouais. souvent c'est comme ça chez nous en Afrique. Si on veut enterrer vraiment un problème, il faut organiser un dialogue. Et BIA se sent bien dans ces situations avec le soutien de la France, le soutien des Américains qui ont besoin de l'armée camerounaise comme supplétif dans la sous-région et dans d'autres pays, vu les conflits que l'Afrique va bientôt subir. Ils ont besoin du gouvernement camerounais, de l'armée camerounaise comme supplétif pour jouer certains rôles en Afrique en général. Donc BIA se sent bien en arrêtant ses opposants, en emprisonnant ces gens, en organisant une répression inimaginable dans le pays. Ils peuvent aujourd'hui se permettre de déclarer qu'ils vont organiser un dialogue. Pourquoi ça va être la paix des cimetières que BIA veut instaurer au Cameroun. Nous, merci. Nous avons eu en attendant d'organiser un duplex avec Rufaou qui ne passe pas. Nous allons trouver une solution technique tout à l'heure. Avant de poursuivre ce dialogue merveille, il faut dire que nous avons vu le dialogue qui s'est passé au Togo avec le président ghanéen Ado Akufo et le Guinéen Alpha Condé. Exactement. Et ce que ça a donné. Donc on ne refait pas le monde. C'est l'éternel recommencement en Afrique où la dictature reprend du poil de la bête et en avant on galope. Donc pour revenir ici en studio, nous aimerions tout simplement demander, est-ce qu'un dialogue, vraiment un dialogue peut sortir les pays africains du joug du néocolonialisme et de l'autocratie? Parce qu'aujourd'hui, il est clair que plusieurs pays africains subissent de la dictature, de l'autocratie, des pouvoirs oligarchiques sont un peu partout, des fils à papa, des gens au service de la France, on ne le démontre pas. Et d'ailleurs, je terminerai en disant 37 ans au pouvoir, je pense, pour l'autocrate Paul Biya, pour ne pas dire 52 ans pour Faure Gnassingbé au Togo dans la continuité de son père. Et j'en passe pour le petit Bongo ou Gombo, Bongo, oui, Bongo. Voilà, donc il y a autocratie en Afrique. Ne pas le reconnaître, c'est faire preuve de cécité politique. Est-ce qu'un dialogue peut vraiment libérer les pays africains, et notamment aujourd'hui, pour ce qui nous préoccupe, le Cameroun, dont le dialogue s'ouvre demain, lundi? Abba. Allez-y, vous avez la parole. Voilà, donc je commence rapidement pour compléter ma présentation. Je suis de formation informaticien et je travaille comme informaticien. C'est vrai, j'ai un site internet, fombina.com, et j'ai aussi la formation de journaliste. Donc ça, c'est pour compléter. Politiquement, je suis membre du SDF. Et le SDF qui a décidé de donner une chance à ce dialogue-là. Mais si on m'entend, pour répondre à la première question, peut-on aller au dialogue? Le dialogue tel qu'il se passe maintenant, tel qu'on voit la réalité et les participants, définitivement, je suis absolument d'accord avec Moïse Esso qu'il ne va rien donner. Parce que finalement, oui. Oui, allez-y. Allez-y. Alors, donc, voilà, donc c'est absolument, c'est comme une grande conférence du RDPC. Et finalement, il ne donnera rien. De manière peut-être anecdotique, il faut signaler la grande moquerie de la délégation du Sud-Ouest. Donc, la conférence, la crise anglophone a éclaté parce que les anglophones se sentent marginalisés, entre autres sur le plan linguistique. Maintenant, au moment de participer à ce dialogue-là, c'est le gouverneur du Sud-Ouest qui est d'origine, qui est francophone, donc qui vient des régions dites francophones, qui est érigé en chef de délégation et qui va parler en français à Yaoundé. C'est comme si on voulait crédibiliser la notion de colonisation du Cameroun francophone sur le Cameroun occidental. Donc c'est pour dire ici que je ne pense pas que ce dialogue-là donnera quelque chose. Le parti, le SDF, qui est mon parti, dont je répète, donne une chance à ces dialogues, participe avec ses propositions et a toujours l'espoir que ça donnera quelque chose.
Ok. Pour passer à la deuxième question, qui est importante pour moi, est-ce qu'un dialogue peut sortir du joug du néocolonialisme et de l'autocratie? Le dialogue lui-même, comme je dis, je n'y pense pas. Mais je signale ces points qui